Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Doyen, bonjour. Doyen, si je n'ai pas rebondi à ton souci, c'est pour une raison simple. La raison est celle-ci. Toutes les fois, je dis toutes les fois, qu'une femme est jetée en prison, j'ai l'impression que tout s'écroule autour de moi. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que cela est lié au fait que mon papa a fait beaucoup de filles et peu de garçons. Je pense que c'est à partir de là, j'ai cette conception de la douleur féminine. Quand on me dit qu'on a jeté une femme en prison, je n'arrive plus. Et j'ai une anecdote, doyen. Tu sais, ce sont des choses qu'on dit difficilement, mais comme je ne suis plus dans le milieu policier, je peux le dire aux Togolais. La dernière fois, j'ai encore travaillé avec la police allemande. Remonte en 2007-2008, je crois. C'est la dernière fois que je me suis retrouvé devant un fait qui m'a amené à prendre mes distances et à dire non, ce boulot, il n'est pas à moi. Il n'est pas pour moi. Je ne le veux plus. Parce que j'ai vu une femme, ou mieux des femmes, dans le désarroi le plus absolu, ici, en pleine civilisation allemande. Beaucoup dans la diaspora savent que j'ai travaillé avec la police allemande. Je n'ai pas travaillé comme espion, mais j'ai travaillé comme traducteur. Et de là, ils m'ont beaucoup apprécié parce que j'avais un flair extraordinaire. J'arrivais à leur faciliter le travail dans tout ce que nous faisons. Doyen, je ne te cache pas cette réalité. La dernière fois, je me suis retrouvé nez à nez à Berlin, dans une prison de Berlin, de haute sécurité, où ce sont mes sœurs Bassar qui étaient arrêtées. Je dis qui étaient arrêtées parce qu'elles faisaient la prostitution de luxe. La police allemande m'a appelé de les rejoindre rapidement, par vol, par route, par mer. Il faut que je sois absolument là. J'ai roulé près de 650 km toute la nuit pour me retrouver à 8 heures devant la police. Ensemble, on a continué en prison pour les interrogatoires. J'ai vu les filles pleurer, mes sœurs Bassar. Et en revenant, j'ai dit plus jamais, je ne vais plus faire l'aller ou le retour en direction de Berlin parce que je voudrais gagner beaucoup d'argent. Et je gagnais beaucoup. Ça, il faut que tout le monde le sache. J'ai travaillé avec la police en gagnant beaucoup d'argent. Mais au même moment, j'ai décidé de ne plus le faire pour la simple raison que j'en avais marre de voir parfois la gente féminine dans le désarroi le plus complet. Une histoire de 200 000 euros
Mes sœurs Bassar se sont tabassées, se sont molestées, se sont déchirées les soutiens-gorge par jalousie, parce qu'une d'entre elles avait eu ce génie d'amener un de ses frères, bien que toutes étaient dans la prostitution de luxe. L'autre a eu l'idée d'amener son frère et c'était tout. On a mis la main sur eux, ou bien sur elles toutes, avec la proxénète ghanéenne, qui était allemande, qui avait tous ses papiers en règle et qui avait des avocats solides. Depuis ce jour, je ne me suis plus jamais retrouvé quand on menace une femme. Je laisse cette anecdote aux Togolais pour leur dire que quand on est un homme, on doit avoir aussi des principes. Il faut vivre aussi avec des principes. Ce n'est pas parce qu'on me paye beaucoup que toutes les fois je vais voir le martyr. Toutes ces filles qui étaient dans la prostitution de luxe, je suis sûr, ne le faisaient pas parce qu'elles voulaient le faire, mais parce que dans leur pays, ça ne va pas. Ce n'est pas une excuse, certes, mais quand j'ai discuté avec ces filles, j'ai compris beaucoup de choses. Grosso modo, doyen, j'ai pu continuer. La seconde fois, j'ai été marqué par ce genre de choses quand Mme Adjamagbo a été arrêtée. Pourquoi j'ai été marqué? J'ai été marqué parce que Feu Agbem Kodjo m'avait décrit ce que c'est que les prisons au Togo. Il m'avait décrit ce que c'est que les prisons au Togo. Lui, il a eu à faire le SCRIC, il a eu à faire aussi la prison de Kara. À la prison de Kara, par exemple, les prisonniers sont classifiés. Quand tu es un ennemi direct de la dictature, la sentence qui t'est réservée est encore terrible que quand tu es un prisonnier ordinaire. Par exemple, dans le cas du docteur Agbem Kodjo, la cellule qui lui était réservée, avait tout juste derrière le puisard. Donc, qu'est-ce qu'ils font? La nuit, ils enlèvent le couvercle du puisard. Et tu as les odeurs des excréments qui sortent du puisard. Sans oublier le nombre de moustiques qui doivent te visiter dans ta cellule. Et il m'a décrit aussi comment Ernest Gnassingbé, personnellement, lui torturait ses prisonniers à lui. Il t'attache les deux mains, on te prend, on te trempe dans le puisard, et puis on te ressort. C'est-à-dire, on te met dans les cacas, dans les excréments, et on te ressort. On te laisse sécher, et après on laisse les tuyaux te laver le corps. Ce qui veut dire que tu es déshumanisé. Désormais, tu hais ton propre corps. Donc, pris tout ça là dans un tout, je me suis dit, est-ce que Mme Adjamagbo n'a pas connu le 1 millionième de ce qu'on m'a décrit? Et ça m'a traumatisé pendant des mois. Quand je dis pendant des mois, je suis sincère, j'ai été traumatisé pendant des mois. Donc, quand on a arrêté Mme Agba, et on m'a dit qu'elle était au SCRIC, et pour être franc, chaque jour que Dieu faisait, je me mettais dans la peau d'abord des enfants de la dame, de la famille de la dame,
et dans la peau même de la dame. Et là aussi, le traumatisme a été grand. C'est pour ça que j'ai pris la force de dire quelque chose quand elle a été libérée. Mais une chose est claire, ce que je retiens dans toute cette affaire, c'est que les Togolais aiment faire les choses très petitement. On a arrêté Mme Agba. Mais tout autour de Mme Agba, on avait arrêté certains aussi. Tout le monde sort et content, on a libéré Mme Agba. Mais c'est quel pays on te libère sans l'autorisation d'un juge? Je reprends. C'est dans quel pays on te libère sans l'autorisation d'un juge? Si vous vous rappelez aussi, Feu Bertin Agba et Pascal Bojuna étaient tous les deux accusés d'avoir escroqué un Émirati. On a jeté Feu Bertin Agba d'abord en prison. Après, il a été relâché. Et quand il a été relâché, il a été très malin. Il a pris la poudre d'escampette. Après, on a mis la main sur Pascal Bojuna. Mais tout autour de Pascal Bojuna, il y avait tous les avocats prestigieux que l'homme retrouve sur la place de Lomé. Et la plupart de ces avocats avaient une connotation orange. C'était des séides de l'ANC. Mais quand il s'agit de l'argent, les avocats de l'ANC ne font plus le distinguo entre ceux-là qui les traumatisent et ceux-là, ceux qui peuvent prendre de l'argent et beaucoup d'argent. Ils étaient tous là au rendez-vous pour protéger Pascal Bojuna. Souffrez que je vous dise que je ne sais pas combien il a mis dans la poche pour payer à tous ces avocats. Mais une chose est claire, leur rôle comme avocat n'aura aussi rien donné. Parce que toutes les fois qu'on a ramené Pascal Bojuna devant un juge, il a été ramené encore en prison à Tchévier, si je me rappelle bien. Comment expliquez-vous, ou bien comment m'expliquez-vous qu'un coup de fil, un simple coup de fil de Kofi Annan a suffi pour qu'on libère Pascal Bojuna? En effet, Kofi Annan devrait faire de Pontre à Bassar. Il m'a écrit, me dit, fiston, je m'en vais humer l'air de Bassar. Je m'en vais fêter de Pontre. Il est allé. Et quand il est allé, moi j'ai fait un article de presse, article dans lequel je disais à Pascal Bojuna que la roue tourne. Pascal, toi tu as interdit aux Bassari d'être candidat aux élections, mais il se fait que c'est toi désormais qui es dans le Niouf. Et le Bassari, lui, il est chez lui. Il est chez lui, en pays Bassar, en train de manger un gros foufou. Kofi Annan a lu l'article et m'a réécrit me disant, fiston, effectivement, j'ai aimé ton article. Mais bon, il paraît que Zeina veut me voir. Zeina Bojuna veut me voir. Zeina Bojuna, c'est la femme de Bojuna. J'ai dit, papa, alors, fais en sorte de l'écouter. Je pense qu'après, elle a réussi à convaincre le Bassari, Kofi Annan, de les aider dans la libération de son mari. Effectivement, Kofi Annan a fait ce qu'il pouvait faire et ça a donné. Il a décroché, il a appelé Faure Gnassingbé, il lui a dit qu'il faut libérer Pascal Bojuna. Et quand on a libéré Pascal Bojuna, Kofi Annan m'a appelé. Ou c'est moi qui lui ai appelé, on a discuté de ça, il m'a dit, bon, mon coup de fil a donné. Il est désormais libre. On est allé même chez lui. On a partagé un repas.
avec lui, dans la maison, chez lui. Bon, étant journaliste, je voulais avoir encore une assurance par quelqu'un, puisque Kofi Annan m'avait dit qu'il est allé là-bas avec le professeur Lantam Sey, paix à son âme, ce grand homme, ce grand Bassari, s'en est allé sans qu'aucun Bassar ne lève le petit doigt, ne serait-ce que pour lui rendre les hommages mérités. J'appelle l'autre vieux, le professeur Lantam Sey. Et Lantam Sey me dit, effectivement, quand ton père Kofi est venu et que Pascal a été libéré, je suis allé avec lui chez Pascal. Pascal a ouvert une bouteille de champagne et il a dit que désormais, lui, il a la disposition de Kofi Annan. Je reprends. Pascal Bodiona dit que je suis à la disposition de Kofi Annan. Ils ont mangé et tout le monde est rentré chez lui. L'homme qu'on disait aux Togolais qu'il a eu maille avec la justice pour une escroquerie a été libéré par un coup de fil. Et depuis, je pense à Jean-Paul Omoulou, qui n'a pas un Kofi, pour dire à Faure Gnassingbé de le libérer. Je pense à ces milliers de Togolais. Je pense aux jeunes qui sont arrêtés dans l'affaire Taïga et autres, qui doivent croupir. Certains meurent à l'appel. Doyen, pour ne pas faire long, je dis pour ne pas faire long, si Faure Gnassingbé a décidé d'humilier Madame Agba, c'est qu'il a des raisons. Et l'une des raisons que moi je crois détenir est qu'il est très complexe, Faure Gnassingbé. Le complexe, il vit dans un complexe foudroyant. Il n'arrive pas à comprendre que lui, avec tous ces milliards, avec tous ces militaires, il a le droit de vie, de mort sur chaque Togolais. N'arrive pas à s'entourer de bonnes femmes, de vraies femmes. Regardez tout autour de Faure Gnassingbé ce qu'il engrange comme gente féminine. Des poclés, des ratatinés. C'est des femmes vraiment, c'est pas ça quoi. Et comparer les femmes que son papa, qui n'est pas allé à l'école. Je ne dis pas que quand on est allé à l'école, on a droit aux belles femmes, non. Qui n'est pas allé à l'école, collectionner. Reprenez les photos. Reprenez les photos de la première dame du Togo dans le temps. Padanyaki. Et regardez les poclés de Faure Gnassingbé. Vous voyez que quand elle se débarbouille là, toutes les poclés là doivent boire ça. Prenez la photo de Madame Agba et déposez devant vous. Et comparez la dame là au poclé de Faure Gnassingbé. Et vous vous en rendrez compte que forcément, il se dit, mais pourquoi les autres ont droit à ces belles femmes et moi qui a tout, je n'y arrive pas. Il est frustré. C'est pour ça qu'il n'a pas honte de jeter une femme en prison. C'est pour ça qu'il n'a pas honte de jeter une femme en prison. Quand on est fort, hein, quand on n'est pas frustré, on ne peut pas traumatiser une femme comme il essaie de traumatiser les Adjamagbo, les Madame Agba et autres. Et encore, celle-là est malade. Celle-là est malade. Djibril Bassolé, quand son médecin a dit qu'il avait le cancer, mais les autorités burkinabées lui ont dit d'aller se soigner. Il est allé se soigner, il est revenu
Après, il dit encore son cancer, le gênait. Il est encore allé se soigner et il n'est plus jamais revenu. Mieux, on entendra même qu'il veut faire un coup d'État. Vous voyez? Mais on parle de raisons humanitaires. Bon, question. Qu'est-ce que Mme Agba a fait pour être jetée en prison? On ne nous dit pas ce qu'elle a fait. Ce qui veut dire que nous tous, nous sommes des prisonniers ambulants au Togo. Nous tous là, nous sommes des prisonniers ambulants. C'est-à-dire, Faure Gnassingbé peut rester dans son bureau et décider qui doit aller en prison et qui doit sortir. Question, pourquoi vous envoyez maintenant vos enfants étudier? Pourquoi le professeur Wolu Komi dit qu'il enseigne le droit à nos enfants? Pourquoi le professeur Wolu Komi dit qu'il enseigne le droit à nos petits frères à Lomé? Si c'est pour apprendre le droit et à la fin avoir des broutilles comme ça, c'est plus la peine. C'est plus la peine. Doyen, je pense aussi que Faure Gnassingbé pense qu'on dirige un pays avec, comment dirais-je, la haine de l'autre. Cette haine qui le ravage. Et comme moi, je cite même dans les complexes. Quand il voit les gens, il est frustré. Il n'est pas fier de lui-même. Ce n'est pas quelqu'un de très fier de lui-même. Il doit avoir quelque chose qui le martyrise. Quand il voit les Bertin Agba, costauds, bel homme, tout ça là, il se dit que non, c'est lui qui devrait avoir tout ça là. Parce que lui, il est président. Parce que lui, il est fils de président. Parce que lui, il est milliardaire. Fin de course. Sa haine et son complexe, ça bat sur tous les Togolais. C'est pour ça qu'il est sans pitié. Et c'est pour ça aussi, moi, je dis aux Togolais de cesser de faire les aou, aou, aou. On ne fait pas aou, 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 aou devant un tyran, un complexé. Devant un complexé, on le regarde droit dans les yeux et on lui dit, hein, fais de ma vie ce que tu veux. Même quand il te tue là, dans la chambre, il n'est pas à l'aise. Quand tu dis aou, 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 comme vous les Togolais, vous aimez faire là, il est fier de faire ça. Il est fier de faire ça. De deux choses l'une. Soit la pauvre dame se replie sur elle-même et s'occupe de sa santé. Il faut qu'elle retrouve sa santé. Parce que sans santé, elle ne peut rien faire. Mais si quelque chose lui arrivait, nous sommes tous témoins, que c'est Faure Gnassingbé qui aurait précipité sa mort. Parce que le cancer, ce n'est rien. C'est le stress qui crée le cancer. La première cause du cancer, c'est le stress. Ensuite, les aliments et les autres trucs, les choses un peu exagérées, le tabac, l'alcool et les autres qui s'en suivent. Mais la plus grande cause du cancer, c'est le stress. Tu vois, doyen, ça me fait mal. Des fois, j'ai envie de faire des heures pour parler, mais je préfère m'arrêter ici et dire aux Togolais que Faure n'a jamais aussi pardonné, que Bertin Agba lui dise non, de ne pas majorer tellement, je dis de ne pas trop majorer sur l'achat de l'avion. Vous vous rappelez que l'avion présidentiel s'était écrasé au Niger et cet avion transportait des faux billets, de vrais faux billets, ce n'est pas moi qui le dis. Ils ont mis des faux billets, c'était tellement lourd que l'avion a craché au Niger. Donc, il fallait un nouvel avion. Ils se sont mis à courir dans tous les sens pour retrouver un avion, au moins quand même à un prix abordable, pour Gnassingbé Yadima. Ils ont trouvé l'avion. Mais Faure voulait qu'on majore, qu'on mette beaucoup les milliards encore. Que Bertin Agba a dit non. Je ne peux pas le faire. Pas parce que lui aussi ne voulait pas l'argent, mais il savait que Yadima est d'une intelligence rare.
Il a préféré dire à combien coûtait l'avion. Ford n'a jamais pardonné à Bertin Agba cette vérité. Troisième cas aussi, le cas Agboyeme Kodjo. Une fois qu'il a quitté, après avoir écrit, et vous vous rappelez, son pamphlet, le dernier voyage de Feu Gnassingbé, ce dernier avait demandé à voir Agboyeme Kodjo. Et c'est Bertin Agba qu'on a envoyé pour aller rencontrer Agboyeme Kodjo afin de l'amener. Les proches de Ford ont retrouvé Bertin Agba qui voulait sauter dans le premier taxi. Et lui ont dit, ok, si tu ramènes Feu Agboyeme Kodjo ici, là, toi, tu ne vas plus jamais mettre pied au Togo jusqu'à ta mort. Ça, c'est du Ford Gnassingbé, ça. Quand il a senti que son père était dans un état où il allait s'en aller, il allait mourir, Ford Gnassingbé préparait déjà à prendre le pouvoir. Il se préparait à prendre le pouvoir. Il n'y a rien qui a été un hasard là-bas. Il a volé, il a usurpé ce pouvoir. Et l'immense Ferdinand a eu à raconter. Il a eu à raconter ce que lui connaît en tant que journaliste de ça. Donc, Ford cesse de nous maltraiter, de penser que, bon, il est le tout-puissant. Je ne voudrais pas aussi dire que, comment dirais-je, Dieu le regarde, non. C'est être faible, ça. Moi, je ne mets pas tout dans les mains de Dieu. Non, non, non. Puisqu'il est humain, on n'a qu'à voir ça. Qu'on croise les bras et qu'on se donne un peu du courage. Et tout le monde va vivre la fin de Ford Gnassingbé. Bonne journée de Djouma à toutes et à tous. J'ai voulu dire à Madame Agba beaucoup de courage et qu'elle tienne. Le cancer aussi se guérit. Il y a des miracles dans la vie. Le cancer aussi se guérit. Beaucoup ont été guéris du cancer. Elle va guérir du cancer. Camus Salé. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.